Salut, je suis Alexandre Aflalo et vous écoutez 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France. J'ai rien préparé, j'ai pas préparé d'intro. Voilà, je vous montre ma feuille pour ceux qui regardent. On a plus rien à foutre, le PSG est en finale avec des champions. Encore, voilà, c'est ça l'information qu'il faut retenir, c'est ça la fête. L'ambiance festive aujourd'hui, le PSG est encore en finale de la Ligue des Champions. Comme l'année dernière, on ira à Budapest pour aller chercher cette deuxième étoile. C'est exceptionnel, c'est fou, on pensait pas revivre ces émotions, on pensait pas revivre cette ivresse, mais le PSG est trop pressé de nous les faire revivre, ces émotions. C'est dingue, je crois qu'on mesure pas, les amis, la chance qu'on a de vivre la même époque que ces gens-là. C'est complètement fou. Moi, j'ai que deux choses finalement à demander et après, on va rapidement débriefer ce match. La première, c'est évidemment à Luis Enrique et à tous ses joueurs. Allez nous la chercher, cette deuxième étoile, allez nous la chercher, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on a envie de être ivre de bonheur, de repleurer dans les bras l'un de l'autre et d'accrocher une deuxième étoile à ce logo. Et la deuxième chose que je veux demander, c'est à vous, amis, supporters, suiveurs du Paris Saint-Germain, pitié, ne banalisez pas ce qu'on est en train de vivre. C'est tout simplement exceptionnel. Le PSG est en train d'écrire l'histoire du football avec la plus belle des plumes et nous on a juste le privilège d'être là et d'en profiter tous ensemble. C'est exceptionnel, c'est beau, c'est le foot, c'est le PSG, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Alors, bonjour. Il devait y avoir un petit. On devait entendre le commentaire de Bruno Salomon, c'est pas très grave, c'est les aléas du direct, du presque direct, c'est pas grave. On va évidemment débriefer ensemble cette demi-finale retour de la Ligue des Champions, un but partout entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. On parlera évidemment de tout ça. Une chose évidemment qu'on va pouvoir débriefer, c'est la performance défensive immense du Paris Saint-Germain après le match de l'attaque à l'aller. C'était le match de la défense hier soir, une défense héroïque. Julian Pacho, homme du match en tête. On parlera ensuite d'un homme, un Géorgien qui a déboulé sur le côté gauche à la 3e minute pour servir Ousmane Dembélé, c'est Hristijan Kvaratskhelia. Évidemment, 7 matchs de suite décisifs en phase finale de la Ligue des Champions. C'est du jamais vu au Paris Saint-Germain, on en parlera. Et puis, le PSG est en finale, dois-je vous le rappeler, messieurs, dames. Est-ce que ces pauvres gunners d'Arsenal peuvent priver le PSG d'une deuxième étoile ? On en doute, mais on en parlera quand même. Voilà, on parlera de tout ça et je vous prends tout de suite l'équipe qui m'accompagne. Alors, composition d'équipe évidemment exceptionnelle en ce lendemain de demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pierre Clément de l'équipe 100% PSG, Pierre Clément des petits yeux ce matin. Arrête, je suis très fatiguée. Pierre Clément qui a tenu la boutique pendant 5 heures, elle revient dans ce studio, elle a un stress post-traumatique. J'ai dormi enroulée sur la moquette dans un drapeau, mais tout va bien, je suis là. Juste, j'ai pas revu le match, donc ça va être... Moi j'ai pas vu le match, donc pas de souci. Voilà, mais je les aime. Comme nous tous. Évidemment. Julie Galap, journaliste indépendante et évidemment habituée de la tribune. Bonjour Julie. Salut, ça va ? Super, et toi ? Moi, ça va très bien. Je pense comme tout le monde. Tout va bien. Dédicace à Michel qui va pas être obligé de nous mettre un message dans les commentaires en disant mais où est Julie ? Ah c'est bon, elle est là Julie. Salut Michel, je savais pas, faut passer les messages. Tu sais, des fois on se casse la tête à être excellent dans les débriefs et tout et à la fin Michel il nous met mais où est Julie ? Mais merde. Je suis elle est là Julie. Alors moi j'en ai un qui me prend la veste dès que je porte une casquette, mais Julie c'est où est Julie ? On n'est pas tous logés à la même ancienne à ce moment, mais tout va bien. On a un invité un peu spécial aujourd'hui. On a deux invités un peu spéciaux, mais je les présente l'un après l'autre. Pierre Rondeau, économiste du sport, qui est là pour être avec nous, Voilà. Jorgelt à toutes et à tous. Jorgelt, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hongrois, voilà, parce que j'ai ouï dire qu'on allait en finale, donc j'ai commencé à mettre. Où est-ce qu'elle est cette finale, Pierre ? En Hongrie, à Budapest. C'est donc pour ça. Jorgelt à toutes et à tous. Jorgelt à toutes et à tous. Voilà, ça veut dire quoi, commencer juste pour à être sûr. Bonjour. Ok, bon ça va. Simplement, on va arriver là-bas, on va dire à tout le monde Jorgelt. J'allais dire heureusement que ça veut dire bonjour, parce que ça aurait pu vouloir dire, je sais pas, engrenage et aucun rapport. Aucun rapport. Non, bonjour. Bonjour. Jorgelt. Et enfin, on pouvait pas faire une émission de qualification de finale sans un invité un peu de prestige. Un invité un peu exceptionnel. Alexandre Letellier est avec nous, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Salut Alex. Alexandre, j'allais dire, toi qui as vécu un peu ces moments-là, comment t'as vécu le match d'hier devant ta télé, un peu à distance, comment t'as vécu ça en tant qu'ancien intime du groupe ? Honnêtement, je l'ai vécu sereinement. Pour moi, il pouvait rien leur arriver.
J'étais convaincu que ce match retour, justement, ça allait être à l'équipe qui allait retrouver sa solidité défensive. Paris l'a montré, ils ont été solides toute la saison défensivement. Ils ont eu un passage à vide au match aller. Là, ils ont montré que voilà, c'était costaud. Et en plus, ils marquent d'entrée de jeu, donc c'est vrai que tout de suite, t'es un peu plus serein. Et honnêtement, les Bavarois, même s'ils ont poussé à un moment donné, à aucun moment je nous ai sentis vraiment en danger. Et j'ai trouvé que ce soit en 8e, quart et maintenant la demi, dans la gestion des moments importants et des moments un peu plus compliqués dans un match, le club et l'équipe a tellement progressé et la victoire en Ligue des Champions l'année dernière leur a amené une expérience qui fait la différence aujourd'hui. Petit tour de table rapide. Alors Pierre, on sait comment tu as vécu le match hier. Je ne reviens pas là-dessus. Juste engrenage en hongrois, ça se dit Fel Sereles. Merci. Je voulais juste être un peu technique. Tiens, cherche comment on dit merci en hongrois, puis je te dirai merci en hongrois juste après. Julie, toi, t'étais comment hier pour le match? Comment t'as vécu ça? En fait, c'est pas facile. Franchement, le hongrois n'est pas que facile. Ce nom, voilà. Que ce nom. K-O-S-Z-E-N-O-M avec que des trémas sur les 3 O. Que ce nom à toi alors. Merci. Julie. C'est un match et en soi, il y avait qu'un but d'avance. Donc évidemment, t'es un peu anxieux au début. Mais au final, quand j'ai vu le premier temps faible, la gestion du premier temps faible parisien, je me suis dit, ils sont trop concentrés et c'est vrai que j'étais plutôt sereine. Après, c'est vrai que quand tu prends ce but en fin de match, tu dis, reste quand même quelques minutes, tu as le stade contre toi, tu te dis, voilà, ça peut peut-être partir en prolongue, mais franchement, globalement, ça a été. Je crois que quand le but de Kane rentre, on a tous pensé la même chose. Oh là là, il reste 2 minutes. Ouais, exactement. Oh là là, c'est beaucoup. J'ai failli tomber dans les pommes, moi. Non, mais vraiment. À cause de la chaleur dans le studio. Ouais, mais honnêtement, là, c'est vrai que c'était la raison principale, j'avoue. Mais honnêtement, la dernière demi-heure, j'étais ultra tendax. J'arrivais même plus à parler à l'antenne. Tous les autres autour de moi étaient super détentes, en mode mais non, ça va le faire et tout. Moi, j'étais cachée derrière mes papiers comme ça. J'étais super tendue. Donc, quand Kane a marqué. T'as eu des flashbacks, c'est pour ça. Je sais pas. J'ai pas géré mon stress. Contrairement aux joueurs sur le terrain qui eux ont admirablement géré leur stress. Exactement. Pierre, j'allais dire, nous on a passé la soirée ensemble, donc je sais comment il l'a vécu, mais peut-être que les auditeurs ont envie de savoir comment tu as vécu la soirée. L'anecdote aussi est de savoir que je n'ai pas vu le but, parce que faut savoir que donc c'était le match avait lieu chez moi, mais je n'étais pas chez moi. En l'occurrence, j'avais filé mes clés à Alex ici présent, et il a ramené littéralement une dizaine de personnes. Ouais, voilà, j'ai ramené tout Paris chez Pierre Rondeau et on a vu le but sans lui. Voilà. À 20h. Il a acheté les bières pendant ce temps. Et j'ai vécu le but dans la rue en écoutant ici Paris. Et je suis arrivé chez moi après le but vers la 10e minute. Non, t'es arrivé en plus juste après. Juste après. Avec un très bel accueil, puisque j'arrive chez moi dans mon salon et je vois une dizaine de personnes. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Que tu avais invité quand même. Bien évidemment. Voilà, si on peut juste remettre une vérité. Si on peut juste remettre l'église au milieu du village très rapidement. Oui, je vous ai convié et pour la convivialité, j'avais prêté mes clés à Alex. Merci beaucoup. On va pouvoir tout de suite revenir évidemment sur ce match avec, j'allais dire les j'aime pas. Il y a vraiment des j'aime. Pas faire de mystère très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de j'aime pas. Voilà. Globalement aujourd'hui. Alors Julie, j'ai pas eu ton j'aime pas en avance, mais du coup on va commencer par toi, comme ça va. J'ai pas de j'aime pas. Ton j'aime, pardon. Excuse-moi. J'ai pas eu ton j'aime. Je te l'ai envoyé. Donc tu lis pas mes messages sur WhatsApp. C'est noté. Pardon, je suis honteux. Je suis honteux. Vu que je suis la première, ce qui est bien, c'est que s'il y en a un deuxième, j'aurais pris son j'aime. C'est Fabienne Ruiz. Parfait, il n'y a personne qui l'a. C'est pour toi. Et ça, c'est ouf que personne n'ait choisi Fabien Ruiz parce que c'était un des j'aime évidents, quoi. Alors, j'avais envie de dire Pacho, mais vu qu'il est en thème, on parlera de Pacho après. Très bien, on va en parler très longuement après. Ouais. Non, en fait, je fais partie des psychopathes, je pense, qui pensaient que le fou Luis Enrique titulariserait Lucas Beraldo au milieu. Parce que Fabian Ruiz, il a été quand même blessé 3 mois. Il a joué 5 bouts de match. Il est revenu il n'y a pas si longtemps. Et je n'ai pas aimé du tout son entrée la semaine dernière au match aller. Donc, moi, je me suis dit qu'il n'avait pas de rythme et qu'il ne tenterait pas de le lancer sur un tel match, sachant qu'il n'a pas joué pendant très longtemps. Donc, moi, je m'étais faite à l'idée de voir Lucas Beraldo en flip aussi, parce que Lucas Beraldo, même s'il a été bon au milieu, il n'a jamais joué contre des adversaires du calibre du Bayern. Donc, un peu d'appréhension par rapport à ça. Quand je vois le 11, je me dis bon,
Mais il sait des choses qu'on ne sait pas et force est de constater que Fabian Ruiz, il m'a fait, puis voilà, deuxième minute, il revoir ma envoie copie. le 1-2, C'est ça. le 1-2 Alors, avec Vara, et puis il n'y a plus il aucun lance doute, quoi. Guevara avec un intérieur du pied qui aspire tout le monde là-bas. Tu sais pas ce qui se passe et bon, ça mène le but. Donc là, je me suis dit bon. Et Fabian Ruiz, en fait, il rappelle juste que c'était le milieu parfait du PSG de l'année dernière. Il nous manquait peut-être ça aussi à ce niveau de la compétition. Il revient au bon moment. Il a aussi cette faculté à compenser vachement il régule beaucoup ce qui se passe au milieu. Et hier, je trouve que ça s'est beaucoup vu. J'en ai oublié qu'il avait été blessé très longtemps. Et je trouve qu'il a été très précieux. Là, il revient en plus de blessure. Donc, il revient relativement en forme au bon moment. Après, il y aura le mondial, mais cela ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais il revient pour la finale et tu dis que tu vas pouvoir, a priori, si évidemment il y a un pépin, ce ne sera pas le cas, mais revoir ton milieu de terrain de la saison dernière en finale de la Ligue des Champions et ce n'est pas négligeable. Et Fabian Ruiz, à ce niveau-là, en plus qui refuse de sortir au moment où il lui demande s'il veut être remplacé, que des bons signaux hier et je suis très contente d'avoir retrouvé ce Fabian Ruiz. Pia, ce qui est ouf, c'est que la semaine dernière, sur le côté gauche, tu as quand même Warren qui est pas un... C'est un client aussi, Warren, physiquement, mais on a senti quand même que le côté gauche hier, avec Pacho, Mendes, qui était déjà sur un meilleur niveau, et Ruiz en plus, c'était un peu plus solide. Il y avait un côté un peu plus rassurant, quoi. Et c'était un peu plus solide sur les appuis, quoi. De toute façon, on savait que Fabian Ruiz, il apportait complètement autre chose que Warren Zaïre-Emery. Donc, c'est vrai qu'on a été... Ce qui est vachement frappant sur le match de Fabian Ruiz, c'est qu'on a été rassurés dès ses premiers ballons, tout de suite. En fait, on a tout de suite senti qu'il était dans le tempo, même sur ses appuis et tout, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu jouer, sur les deux derniers matchs, on l'avait vu jouer, on avait ce sentiment qu'il était lent, qu'il était en mode diesel, comme Après, il peut il est être parfois. toujours meilleur en tant que titulaire que remplaçant aussi. Donc là aussi, tu as la différence. Ouais, sauf quand il est capitaine. Quand il est titulaire et capitaine, c'est toujours un peu compliqué. Ça dépend. En fait, c'est assez compliqué de pouvoir anticiper les matchs de Fabian Ruiz. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, je le regardais jouer hier et je me disais, il y a eu plusieurs choses. Parce que d'un coup, tu te dis, bon, on a récupéré Fabian Ruiz, c'est fantastique. Deuxième effet qui se coule, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Warren ? Où est-ce qu'on va le mettre ? Parce que Hakimi va revenir aussi à un moment et c'est tellement un crève-cœur de se dire que potentiellement on peut sortir Warren, c'est affreux. Et troisième effet qui se coule, t'as Beraldo qui rentre à la 60e et personne flippe. Au milieu de terrain, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. En fait, on dit, ouais, Bruno, il nous annonce le changement en mode, Beraldo va rentrer au milieu de terrain. On est là, ouais, ok et tout. Puis là, tu sais, il y a un silence en mode, les gars, personne flippe. Mais ça, c'est encore un coup de génie de Luis Enrique, un truc qui nous a préparé dans le dos. Personne l'a vu venir. Je sais pas, Alex, t'avais anticipé que Beraldo, il serait milieu de terrain, franchement ? Jamais. Jamais, parce que quand il est arrivé, il était annoncé comme un défenseur central. Ouais. Et à aucun moment tu te dis que le coach va le basculer sur le milieu de terrain. Surtout quand latéral, c'est pas ouf. Donc tu te dis, il est pas très polyvalent. Non, mais c'est non, mais c'est surtout qu'honnêtement, dès qu'il a fait son premier match au milieu de terrain, tu te dis, c'est peut-être son poste en fait. Parce qu'il a une qualité technique. Et puis, il est intelligent dans les déplacements. Donc, pourquoi pas, hein. Et sur Ruiz, t'as senti que son retour quand même a fait du bien, qu'on a retrouvé quand même le milieu titulaire de Ligue des Champions l'année Après, dernière. tu vois, je suis d'accord avec Pierre. En fait, ce qui est dur, c'est de se dire que c'est peut-être Warren qui va sortir de cette équipe, alors qu'il fait une saison monstrueuse. Franchement, il a enchaîné les grosses performances. Je m'en rappelle. Enfin, voilà, j'en discutais encore hier soir. Moi, je disais, si Warren ne fait pas la Coupe du Monde, c'est un scandale. Parce que en tant que titulaire, tu veux dire ? Pas en tant que titulaire, au moins dans le groupe. Mais quand même, ça me paraissait évident. Mais parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des interrogations. Et franchement, là, avec ce qu'il a montré depuis qu'il a enchaîné les matchs, il a retrouvé un rythme. Franchement, voilà, se dire qu'il va peut-être sortir du groupe parce que Fabien y revient, c'est dur. Il peut être titulaire même au poste de latéral droit avec l'équipe de France. Oui, bien sûr. Mais moi, surtout même au poste de latéral droit. Si Deschamps est pas... S'il a vu le match hier... Non, mais si Deschamps n'est pas trop... Même s'il a vu cette saison, si Deschamps n'est pas trop bête, il s'en... tout le respect, monsieur Séquinière, bien évidemment. Voilà, évidemment, qui suis-je ? Mais il s'en servira comme alternative pour ce poste. Mais alors justement, transition parfaite, puisque Pia, c'était ton j'aime, Warren. En fait, c'est même difficile de poser des mots dessus parce que il a tout ce qu'on peut espérer d'un joueur, sauf peut-être justement ce côté créatif. Mais le frisson, il est là avec lui. Lui, il te remplit un coup d'épaule d'amour. Tu vois un coup d'épaule, mais c'est un coup d'épaule qui t'envoie une explosion d'amour. Tu peux pas faire plus en accord avec ce que nous, les supporters, on ressent que ce joueur, en fait.
tout ce qu'on voit chez lui, ça nous parle, ça nous ressemble. Et puis voir un joueur qu'à la base on aime et qu'on a envie de voir réussir, le voir s'épanouir à ce point techniquement avec un coach qui est exceptionnel, c'est juste une chance en fait quand tu aimes le football. Je vais pas encore prendre des images florales et tout, mais il se passe un truc vraiment beau, quoi. Ça arrive souvent dans le foot que tu es des jeunes que tu as envie de voir éclore, et parfois tu as la chance d'assister à ça. On avait assisté à ça quelque part à Kimpembe, parce que Kimpembe, Oui. à la base, tu te dis pas il va réussir à s'imposer alors qu'il y a Thiago Silva et Marquinhos, et pourtant il rentre dans la rotation et ça devient un homme clé du groupe. Donc on avait eu déjà ce plaisir-là. Mais là, avec Warren, c'est encore un step au-dessus, quoi. C'est un miracle, ce petit, en fait. Et tu vois, hier, je parlais en avant-match, on a eu Anaïs Ebaïlin en ligne, qui est milieu de terrain chez les féminines, qui est une Titi aussi, et qui est un énorme espoir du foot féminin, qui est incroyable. Et ben, je lui ai posé la question, je lui ai dit comment tu vois la réussite de Warren. Elle me dit mais évidemment que c'est inspirant, c'est fou, quoi. Et elle-même, elle a dit quand on sait par où il est passé, c'est-à-dire par un moment de moins bien, et quand on voit ce qu'il donne maintenant, mais c'est fantastique. Je l'aime. Ça montre sa force de caractère si C'est jeune. incroyable. Parce que le gros passage à vide qu'il a pu avoir, Ouais. parce qu'il enchaînait moins les matchs, etc. Et puis là, il retourne chez les espoirs en plus. Ouais, Mais pour c'est là- reprendre du temps de C'est jeu, là où reprendre c'est du fort, plaisir, c'est etc. ce truc-là, au Qui lieu de fait le le prendre comme une déclic. blessure narcissique, il va le prendre comme une respiration. Et c'est là où mentalement, il est dans le juste, en fait. Il est lucide Ouais. et mature. Mais c'est à l'image de son jeu, en fait. C'est-à-dire Mm. que, en fait, limite, l'exception, ça a été son passage à vide. C'est-à-dire qu'on a tous été surpris, je pense, la saison dernière, quand on l'a vu, moi, enchaîner les matchs et être un peu moins bien, etc. Là, on le retrouve à son meilleur niveau, comme il a pu nous montrer quand il a éclos, etc. Et juste, excuse-moi, mais juste, je peux te demander à Alex, comment il est Warren dans le quotidien? Parce que toi, t'as évolué avec lui. Il est comment Warren dans le tu l'as groupe, vu dans le naître. Je l'ai vestiaire? vu net. Tu l'as ouais. porté quand Tu tu l'as vu. étais Et voilà, c'est ses premiers Je suis pas. pas si vieux que ça. Mais écoute, quand il est arrivé dans le vestiaire au début en tant que joueur du centre, on a vu tout de suite en fait qu'il avait des qualités extraordinaires, puis des qualités physiques. Parce que quand tu arrives à 16 ans à faire tes premiers entraînements en pro et que physiquement tu réponds présent, déjà tu montres quelque chose. Et puis après, dès qu'il a été lancé et qu'il a joué, déjà il montrait une maturité, tu avais l'impression qu'il avait 300 matchs en pro. Déjà Il au est début, lancé quoi. en Ligue des Champions, pas de pression. Et en fait, tu te dis, oui, ce petit, il a tout pour réussir. Même Et, avec l'équipe de France, un premier match, il marque. Très Ouais. tôt Ouais. sélectionné. et malheureusement, il se fait sa blessure à la Ouais. cheville, Ouais. qui fait que ça l'a Ouais. coupé un peu dans son Ouais. élan. Mais après, voilà, comme je disais, le fait qu'il ait eu ce moment de passage à vide, d'un côté, c'est pas plus mal qu'il ait eu si tôt dans sa carrière, parce que ça va lui servir pour après. Parce que vu comment il est revenu, il sait maintenant. Plus rien va pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que même, j'imagine, même s'il en a d'autres dans sa carrière des passages à vide, il sait que de toute façon, en ayant déjà vécu ça, et en ayant vécu cette remontée après la descente, il y a ce truc psychologiquement de se dire Ouah, c'est cyclique, c'est de passage. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis il l'a dit en conf, il a expliqué comment il avait réussi à remonter la pente, entre guillemets, et c'est génial parce que ce qu'il dit, ça paraît un peu abstrait quand toi tu fais pas de foot et que t'es pas dans un vestiaire, mais voilà, il dit juste j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai retrouvé mon jeu, quoi, mon plaisir de jouer, mon instinct. Et justement, quand il y avait eu cette interview-là, moi je l'avais trouvé limite dur avec lui-même. Et je m'étais dit, putain, mais le petit, il a à peine 18 ans et il est lucide comme ça. Et il trouve pas d'excuses en fait. Et il savait où il voulait aller, il savait que voilà, c'était cyclique et que qu'il allait retrouver du temps de jeu et que ça allait revenir. Ce qui est fou, c'est que voilà, on est en train de parler de lui, il a quand même 20 ans. Et on est en train d'écrire quelqu'un qui a une maturité, qui a une capacité à. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre, je sais plus combien, 40 ou 50 matchs de Ligue des Champions. Déjà il y a pas longtemps, il a battu un record. Pardon, quelqu'un va pouvoir le retrouver, mais là récemment, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à dépasser 40 ou 50 matchs, je crois, de Ligue des Champions. Oui, voilà, et en plus, il a cette maturité, il a cette capacité à se remettre en question, cette capacité à revenir mentalement, physiquement après une blessure. Il n'a pas une capacité à douter, Tu as la réponse 40. 40. Je voulais pas te couper, Pierre, pardon. Je faisais avec des grands gestes derrière lui. J'avais pas réussi à compter. Il faut juste compter jusqu'à 4. Pardon, Pierre, du coup. Non, mais voilà. Excuse-moi. Non, mais c'est bien la preuve que là, depuis le début, on est en train de parler de quelqu'un qui a 20 ans, qui a quand même 40 matchs de Ligue des Champions, donc le record.
si j'ai bien compris. Ouais, le plus jeune à atteindre ce palier-là. Atteindre ce quota de match. Et voilà, qui après différentes blessures revient bien physiquement, revient mentalement, qui a cette capacité à se remettre en question, à voir venir les matchs, à pouvoir changer milieu, défenseur et à s'adapter assez facilement. Donc c'est quand même assez extraordinaire. On parle de quelqu'un qui a 20 ans. Là, on pourrait décrire quelqu'un qui a 27 ans et qui a l'expérience, qui a la bouteille. Ce gars-là n'a que 20 ans. Il y a un truc qui est formidable, je trouve, c'est que il a fait la conf de veille de match. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu sens qu'il est jeune, en fait. Ouais. Il est très posé, il est limite parfois un peu enfantin, je trouve, tu sais, dans ses réactions, dans le visage, tout ça. Et sur le terrain, en revanche, il te balance des coups d'épaule à tout va. Il est tellement costaud. Mais des coups d'épaule d'amour. Bien sûr, exactement. Enrobé d'amour. Et moi, ce que j'ai aimé, pour le coup, sur la double confrontation face au Bayern, c'est que déjà, il change de poste. Et il est aussi efficace au milieu qu'en suppléant d'Hakimi. Et en fait, ce que j'aime sur ce joueur, c'est qu'il est totalement Luis Enrique compatible. Le genre de joueur que tu peux mettre un peu partout et il est bon partout. Et hier, je trouve qu'il a été vachement bon. On va en reparler tout à l'heure, mais il a été tellement précieux pour Marquinhos, qui a eu tellement de mal à l'aller. Et là, en fait, de se dire qu'Achraf n'était pas là, moi, je me suis dit, au final, moi, ce côté droit, il me fait pas peur parce qu'on a déjà vu de toute façon Zahir Emery qui a été très bon quand il a déjà remplacé Achraf. Et surtout, je me suis dit, il va tellement compenser les carences qu'avait eu Marquinhos à l'aller face à Luis Diaz. Et ça s'est ressenti parce que finalement, Luis Diaz, je crois qu'on l'a vu une fois et demie et c'était parfaitement verrouillé. Et d'ailleurs, juste une phrase sur Marquinhos et Warren. Hier, on s'est posé la question rapidement dans le live de savoir si Warren récupérerait le vrai brassard, brassard numéro 1, quand Marquinhos partirait. Et franchement, pour moi, c'est juste une évidence. Il faut juste être dans le 11. De toute façon, il est vice-capitaine. Ouais, il n'est pas numéro 2, mais il est numéro 4. Il est derrière. Il y a Vitinha aussi. Hakimi, Vitinha et lui. Ce sera soumis au vote. Ouais, c'est ça. Oui. C'est vrai. Deux votes. Bien sûr, double scrutin, comme la présidentielle. C'est vrai qu'on parle de son physique tout à l'heure, et Alex, tu rappelais ses qualités physiques. Et juste rapidement, une petite anecdote. Je crois que Pierre, on a fait partie des premiers journalistes en France à l'interviewer. Toi, tu l'as interviewé pour le Titi d'Or, et moi, je l'avais interviewé pour le Parisien. Donc, on était allé au camp des loges au campus avec Adrien Chantegrelet, que je salue. Et moi, c'était au camp des loges. Donc moi j'étais la première. Bien sûr. Donc t'étais la première. C'était au moment du déménagement, c'est ça. Et je me souviens, c'était sa deuxième saison, je crois, en pro, et j'avais été outré par la taille de ses mollets. Voilà. Alors très intéressant parce que moi, outré. C'est quand je lui ai dit au revoir et je lui ai mis la main sur le bras et là j'ai fait wow. J'avais 17 ans. Non mais et en c'est fait ça. la muscle, c'est bizarre de dire ça d'un garçon de 17 ans, mais j'avais été très impressionnée par la consistance du bras, quoi. Je m'étais dit ah ouais, mais là en fait on est sur une machine. Ça m'avait vraiment impressionné. Dans le vestiaire, nous on l'appelait robot parce que c'était déjà à 16 ans. Physiquement, c'était impressionnant. J'ai juste, excuse-moi Alex, une dernière question. En fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours étonnée, c'est qu'on a senti très rapidement que Luis Enrique s'appuyait sur lui tactiquement. Et pour moi, dans l'impression que j'ai de l'extérieur, j'ai l'impression qu'en premier, il s'est appuyé sur Hakimi. C'est Hakimi qui a le premier compris exactement ce que voulait faire Enrique. Et j'ai l'impression que le deuxième, sur lequel il a rapidement dit en conf, il est très intelligent tactiquement, il comprend ce que je veux, c'est Warren. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, tu ressentais quand tu jouais avec lui, qu'il avait, parce qu'il parle pas beaucoup, Warren, qu'il comprenait tactiquement ce qu'on lui demandait? Ou pas plus que ça quand... De toute façon, après, quand j'y étais, c'était les débuts d'Enrique, donc c'était vraiment le temps qu'ils mettent en place aussi son style de jeu. De la tactique. Parce que c'est vrai que les premiers mois, c'était compliqué quand même. On gagnait les matchs, mais c'était pas forcément beau à voir. Et il fallait que toute l'équipe se mette vraiment au diapason de ce qu'il demandait, parce que ça changeait de tout ce qu'on avait connu avant. Et si le coach a pris la décision à un moment donné de s'appuyer sur quelqu'un comme Warren pour... par sa polyvalence, parce que c'est très compliqué quand même de passer d'un poste de numéro 6 à latéral droit avec tout ce que le coach demande sur ce poste de latéral droit. Et si le coach s'appuie sur Warren, c'est qu'il a vu en lui toutes les capacités à s'adapter facilement et à avoir l'intelligence tactique pour répondre aux demandes du coach. Alex, tu as la parole, tu vas la garder. Voilà, c'est moi qui décide. Du coup, ton j'aime, qu'est-ce que c'était ? Il y en a plusieurs. C'est déjà le fait d'être en finale et puis Kvara et Ousmane.
franchement. Parce que je vais commencer par Ousmane, parce qu'à l'arrivée. Le mec a 3 gemmes, quoi. Ouais, voilà, parce que on peut y aller. On va y aller. C'est bien parce que c'est toi. Non, mais Gvara, on va en parler un peu plus largement tout à l'heure, mais donc sur Ousmane, du coup. Bah ouais, parce que Ousmane, à l'arrivée, déjà par son efficacité, quand tu vois sur certains matchs, tu le vois pas forcément, mais il est présent, il met les buts importants. Et après, c'est le comportement qu'il a eu quand il est sorti. Ouais. Ah ouais. Les images de, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de Canal Plus Sport, la caméra isolée sur Dembélé quand il est sur le banc. Mais c'est exceptionnel. Non, mais avec des leaders comme ça, t'as même pas besoin de coach, quoi. C'est-à-dire que le mec il est là, il fait tout, quoi. Pardon, monsieur Enrique, vraiment, avec tout le respect, bien sûr. Hein. T'as pas besoin de coach, mais c'est fou de dire ça. T'es malade ou quoi? Bah, c'est vrai que moi, hier, de le voir comme ça, ça transcende tous les autres, en fait. Parce que tu sais que c'est un de tes leaders. Quand tu vois qu'à chaque action, à chaque tacle, etc., il se lève, ça impulse de l'énergie. Et franchement, chapeau. Et ça c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Je pense que quand il sort tôt, il sort à l'heure de jeu. Ouais, il sort à l'heure de jeu. Tu te dis, c'est le meilleur joueur du PSG qui sort, le ballon d'or, etc. À une époque, ça aurait fait un scandale, etc. Enfin, là, c'est passé, mais comme Beraldo quand il est rentré, c'est un non-événement. Et surtout, à aucun moment, tu te dis, il va râler. Non, tu te dis, il sait pourquoi il sort. Et l'attitude du gars qui dit, ok, maintenant, je suis plus sur le terrain, mais ça veut pas dire que je suis plus dans le match. Et c'est ça, t'as quand même ce truc de... il sort, mais il n'est pas vraiment sorti en fait, de toute manière. Non, mais parce que juste avant de venir, j'ai lu un article où justement les observateurs avaient été choqués par les stars du PSG dans justement cette faculté déjà, excusez-moi l'expression, à se mettre le cul par terre, parce qu'ils s'arrachent tous, à l'image d'un Gvara qui jusqu'à la 88e, il va sauver des ballons en touche, etc. Et en fait, les mecs qui sortent, ils disent rien, ils sortent et ils sont toujours dans l'esprit pour l'équipe. Et en fait, c'est ça, c'est tout le monde tire dans le même sens pour l'équipe. Et c'est ce qui fait la grande différence. C'est fou parce que, pardon de remettre une pièce dans la machine, hein, mais toute cette description me fait penser, j'ai une petite voix intérieure qui m'interpelle et qui me dit c'était pas le cas de Mbappé. C'était pas. Alors, effectivement, Alors, quand je disais qu'à une époque ça aurait été un événement. J'entends quelqu'un qui sort et qui ne fait pas la gueule, qui revient, qui se relève à chaque fois, qui redescend en défense, qui est avec ses coéquipiers, qui les porte, qui les mène. Voilà, en sous-texte, on a tous entendu, tous compris que. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une question vraiment de. En fait, l'état d'esprit de tes leaders en dit beaucoup sur ton équipe. Et hier, on a vu que Dembélé, c'est vraiment ça, c'est l'altruisme et le sacrifice permanent pour son équipe. En plus de l'excellence. Et en plus de l'excellence, bien sûr. Juste pour quelques chiffres, hein, je regardais un petit peu le bilan d'Ousmane Dembélé statistique cette saison avec des champions. Donc c'est 7 buts en Ligue des Champions cette saison, 5 buts sur les 3 derniers matchs. Voilà. Donc ça c'est pareil, à une certaine époque ça marquait moins à partir des matchs décisifs, mais c'est un autre débat. T'en as pensé quoi, Pierrot? On ne citera pas. On ne citera plus. T'as pensé quoi, Pierre, du match d'Ousmane hier? Non mais pareil, hein, la même chose. Encore une fois, c'est quelqu'un, c'est un vrai leader d'équipe, un vrai leader de vestiaire, un vrai leader sur le banc de touche. Moi, c'est surtout ça. Alors, n'ayant pas vu le but, forcément, je peux pas témoigner, même si je l'ai vu après en replay, mais en direct, évidemment, travail d'équipe. Ça devait être moins sympa quand même. Ouais. Forcément, mais imagine-moi tout seul dans le métro à écouter Bruno qui commande ce but. Donc, c'est moins sympa. J'espère que t'as pas le son à fond parce que c'est un coup à perdre de tympan, ça. Ouais. Mais non, voilà, Ousmane, c'est quelqu'un qui il mérite son ballon d'or. Hein. C'est quelqu'un qui, à la fois sportivement, au niveau des stats, il démontre bien qu'il est là quand il faut. Même s'il y avait un coup de mou en début de saison et on sentait qu'on commençait à remettre en question, qu'on commençait à dire il est fatigué, Coupe du Monde des clubs, enchaînement sans vacances. On se demandait où est-ce qu'allait aller le PSG. C'est vrai qu'en automne, on s'interrogeait tous, on ne pouvait pas s'imaginer que le PSG allait atteindre les finales. On a une barragiste en Ligue des Champions. Donc on se posait beaucoup de questions. Et comme l'a rappelé Alex, il revient assez rapidement et il revient au bon moment. Là, tu as rappelé les chiffres. Donc c'était 7 buts, dont 5 à partir des 8e. Donc les 3 derniers matchs, donc c'est les 2 quarts, et, le quart et les 2 demi. Il revient au moment où il faut, tu vois. C'est pas comme quelqu'un d'autre qui a de mettre 15 buts en Ligue des Champions, mais se faire sortir en quart de finale. Je tairai encore une fois le nom, mais tu vois, il y a... Pierre, arrête tout de suite. Et cette pour une fois que c'est pas moi qui mets le sujet sur le tapis, c'est quand même fou. Cette faculté à marquer en début de match aussi, ça te prouve que le mec, il y a le coup de sifflet, ça y est, il est focus. Il est présent dès le départ. Et après, tu as l'impression qu'il fait rien, parce que sur le match d'hier, il n'y a qu'un but. Mais quand tu regardes comment il aide ses coéquipiers, et même comment il les replace, on l'a plus vu au match aller qu'au match retour, mais
peut-être aussi parce que le réalisateur allemand a décidé de faire n'importe quoi. Les petites parenthèses, les ralentis alors que ça joue. Ça, c'est vrai. Ça. Des ralentis sur Ou alors le les zooms vent, sur les tu sais, un joueurs. peu inutile. Enfin bref, parenthèse fermée. On l'a moins vu hier, mais sa manière de parler à ses coéquipiers tout le temps est replacée. Et pourtant, c'est pas lui qui a le brassard, mais il replace tout le monde et tu sens qu'il comprend. Il comprend parfaitement ce qui se passe sur le terrain et climatiser l'Allianz Arena à la 4e minute, quel bonheur. Parce que c'est à l'image du match contre Liverpool, le match retour, parce que Ouais. Ousmane, tu le vois pas beaucoup dans le match. Il te claque doublé. Voilà. Et en fait, C'est là où tu attends les grands joueurs. c'est parce que justement, il a cet aspect défensif qui est fantastique aussi. Et en fait, il sait à quel moment il doit mettre sa chasuble de combattant et à quel moment il doit mettre celle de buteur, en fait. Et hier, ils ont 2 buts d'avance après son but. Bah, qu'est-ce qu'il fait Voilà, il taffe, il charbonne. C'est ça. C'est fantastique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire plaisir, on va revivre le Ah, but d'Ousmane Dembélé merci. dans les conditions dans lesquelles Pierre Rondeau les a vécues hier, À la radio. c'est-à-dire avec Bruno Salomon. Oh oui, Fabien Ruiz, le départ dans le dos, c'est parti pour Kvicha Kvaratskhelia qui a pris le couloir, Kvicha Kvaratskhelia qui est en surface de réparation, s'il donne en retrait pour Désiré Doué, ça va pour Dembélé, goal, goal, let's go, Dembélé, goal, oh quelle passe de Kvicha Kvaratskhelia et quelle frappe d'Ousmane Dembélé, goal pour le Paris Saint-Germain. Quel début de match pour le Paris Saint-Germain. 2 minutes et 35 secondes de jeu. But d'Ousmane Dembélé, passe décisive de Kvicha Kvaratskhelia. Parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on vient de voir le but. Il y a un petit, Au il y a un début, petit délai. on fait du R cri, on n'a pas vu le but, mais 20 secondes R après, on le voit. célébration. Ouais, voilà. Faut quand même souligner, on le salue, il est sur le retour de Munich, la capacité qu'a Bruno Salomon à dire Kvicha Kvaratskhelia Ouais. à Ça, une c'est vrai. vitesse. 10 fois de Ça, c'est suite. vrai. Ça, c'est Ah, vrai. mais c'est et puis, hallucinant. et puis il dit Ouais. nom et prénom, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il dit, ouais, ah, ouais. mais c'est Ah, ouais, ouais. C'est le tout ce métier. avec Vara, mais lui dit tout. Ouais, non, Prénom mais- et nom, Ouais. Bruno, il parle de la passe de Kvaratskhelia qui est Ouais. super, mais il faut pas oublier aussi l'intelligence de déplacement d'Ousmane. Parce que bien quand sûr. il voit que Désiré Doué, il emmène tout le monde au premier poteau, lui, il fait les petits pas de réajustement pour justement se reculer et être tout seul. Ça, Mais- c'est aussi une intelligence de tactique parce Ouais, que ouais. des fois, t'en as qui vont foncer et qui réfléchissent pas. Là, lui, il fait le petit déplacement qu'il faut et après, Kvara, c'est magnifique parce qu'il Et le voit. d'ailleurs, sur le match aller, ça n'a pas beaucoup été souligné, mais il y a 2 fois où Dembélé il laisse passer le ballon. Bah, notamment sur le but de Sur le Vara. but, oui. Sur le but, mais il l'avait déjà fait avant dans le Mm. match. Et en fait, ça, c'est typiquement l'esprit sacrificiel et l'esprit d'intelligence de Et jeu puis, qu'on adore chez lui. Le pif. Et le pif. Et oui. Puis le voilà. football. Ah, exactement. Mais tu vois, ce qui est ouf, Alex, c'est vraiment bien que tu le soulignes, c'est que les mecs au Bayern, ils le connaissent, Ousmane, il est ballon d'or. Je veux dire, ces matchs, ils sont tous dispo en replay, enfin, pas de souci. Et ce déplacement-là, tous les attaquants le connaissent, ce déplacement-là. Et les mecs, les joueurs, les défenseurs de Bayern, ils vont dans leur but, quoi. Les mecs, ils vont défendre dans le but. Parce que, en fait, ils sont omnubilés par le ballon Ouais. et peut-être par Désiré Doué. Mm. Et après, bon, peut-être il y a une erreur de communication aussi de dire attention dans le dos, etc. Voilà, je parle de côté gardien. mais après, je pense que dans des matchs où il y a tellement de tension, tellement de pression, et surtout en plus en début de match comme ça, voilà, en fait, ils restent focus sur le ballon, ils calculent que le premier attaquant qui fait la course, et puis ils font pas attention derrière. C'est tout. Parce qu'après, bon, les clubs n'utilisent pas les replays. Il y a d'autres plateformes pour regarder les Oui, matchs. je me doute que le Bayern n'a pas pris un abonnement à MyCanal pour. Prêter les codes. Qu'est-ce que t'es naïf, Alex. Non, mais- Ah, ils ont pas la TNT, remarquez. L'accent simili-belge. Hein. Ouais, j'ai tenté un truc. Voilà, j'ai tenté un truc. On va mettre ça sur le compte du manque de sommeil. Pierre Rondeau, justement, pour terminer le tour des Manque de sommeil. j'aime. Pour terminer le tour des j'aime. Avec toi, Pierre, ton j'aime. Il fallait en choisir un et ne pas copier l'autre. Moi, j'ai choisi Safonov. Enfin, j'aime pour Safonov. Un j'aime pour Safonov, Ah ouais, enfin, parce il que le c'est vrai qu'on fallait, était très. Enfin, moi, j'étais pas serein avec lui titulaire. Vous me direz, c'était pareil avec Chevalier, on n'était pas serein. Mais globalement, le PSG a une histoire avec les gardiens de but assez compliquée, même si par le passé, on a eu Donnarumma et d'autres, mais ici. Navas. Et Navas, bien sûr, ou Sirigu. Et Alexandre Letellier aussi. Et Alexandre Letellier, bien sûr, bien Qu'on a évidemment. moins vu bien en évidemment. match. Mais c'est vrai que Safonov, il nous fait 2 arrêts. Alors, j'ai pas retenu à quel moment du match, mais je me souviens de 2 arrêts assez importants en cours de jeu.
Je pourrais lui reprocher ses relances assez bizarres. Je sais pas si c'était réfléchi ou il tirait dans le tas et ça partait directement en touche. Alors j'ai une, mais alors ça, Alex, je serais curieux d'avoir ton avis aussi. Mais C'est voulu ou j'ai c'est lu quelque tir chose hier sur Moi aussi. les 6 mètres dégagés côté gauche en touche de Safonov qui aurait été, ça pareil, tu me diras ton analyse là-dessus, fait justement pour que le Bayern rejoue côté gauche avec un côté gauche, donc là où il y a Olysée qui a été très influent au match aller, surpeuplé et donc qui limitait en fait Donc c'était l'influence voulu. d'Olysée. Donc Donc c'était après, moi voulu. je me disais, enfin, en vrai, au bout de 5-6 mètres qu'il envoie en touche, je me dis, Ouais. il s'est visé, quoi. Je veux dire, ça peut pas être involontaire, quoi. Bah, si c'est le cas, il faudrait qu'en conf, ils en parlent. Parce que justement, tu te Ouais. poses la question Bah de oui, te dire, oui. bah attends, il a pas de pied ou. Enfin, Ouais, tu vois. on lui posera la Ouais, question. c'est ça. Et On en sait fait, qu'il a un pied, on le sait. ouais, ça va. Son gelon, il est pas, Ouais. son gelon, il est pas Bah, si, dingo. en jusque-là, vrai, hier, ça. Ouais, on mais est- de là à mettre 6 fois Ouais, en touche, ouais, voilà, on c'est sait ça. que c'est Hier, pas. on avait été rassurés avec ses arrêts, donc on s'est dit ok, c'est bon, il tient la baraque. Et ensuite, on le voyait dégager en 6 mètres. Et c'est vrai que 5-6 fois directement en touche côté gauche. Ouais. Autant le dernier dégagement qu'il fait sur la fin du match où il la met loin en touche, tu te dis bon, c'est fait exprès, le Ouais. bloc il On aurait remonte, dit ça du fait perdre rugby du en fait, il temps. partait directement. Mais après, si tactiquement c'était Mm. quelque chose vraiment de voulu de dégager en touche côté gauche, voilà, mais qu'ils le disent, comme ça au moins il Ils n'y a peuvent pas pas le dire, d'interrogation. parce Bah que oui, s'ils ouais. le disent, S'ils le ils disent. donnent des Après, cartouches. Oui, mais là Tu maintenant vois. la demi elle est passée. Ouais, c'est ça. Tu Oui, vois. mais Enfin, ensuite, ouais, mais tu vois, bon, ceux prochainement, ils se mettront côté gauche, ils sauront Ouais. qu'il va les envoyer en touche, donc Ouais, ils feront en sorte de peut-être. s'adapter par rapport à Ouais. ça. Peut-être. Enfin, c'est-à-dire mais, que mécaniquement, il faudra lui poser la question. Ouais. La prochaine conférence de presse, il faudra lui poser la Ouais. question, est-ce que c'est fait exprès? Enfin, je veux dire, pourquoi mettre 6 ballons en touche à chaque fois côté gauche? Et si c'est pas le cas, on va le savoir tout de suite. Ouais, ouais. Et toi, Alex, du coup, désolé, mesdames, on Bah a oui, un spécialiste du poste quand même, donc je me évidemment. permets de le solliciter. Safonov, il fait quand même une demi-saison qui est assez folle. Il arrive en numéro 2, il est numéro 2 toute la saison dernière. On pense qu'il va être cantonné à ce poste jusqu'à la fin des temps, et au final, il se révèle être un numéro 1 plus que satisfaisant. Toi, globalement, déjà, qu'est-ce que tu penses de lui? Et sur son match d'hier, qu'est-ce que tu as senti? Il va bâcher. Je le sens depuis tout à l'heure, il va bâcher. Non, en fait, ce que je pense de lui, bah, franchement, il fait le job, en fait. Mm. Il fait le job parce qu'après, si on va plus dans le côté technique et tout, je trouve que c'est pas académique ce qu'il fait. Ouais. Ça. Et ce qui peut justement te donner un manque de sérénité quand tu es spectateur. Mm. Mais c'est efficace. C'est efficace. Et en fait, là où c'est fort, c'est que mentalement, même s'il fait des erreurs, il ne le montre pas. Il reste dans sa bulle, très froid, très fermé, mais il est efficace. J'ai plusieurs trucs en tête, c'est que à l'arrivée, par exemple le match contre Chelsea, le but qu'il prend, il est quand même pour lui. Mm. Derrière, il fait un arrêt, il y a but et le PSG gagne. Donc on oublie son erreur. Il a aussi cette réussite des gardiens. Donc, ce qui fait que quand il va faire une erreur, l'équipe elle va gagner. Ou alors il va faire des arrêts après qui vont être décisifs. Ouais, pour se rattraper. Donc, ce qui fait qu'on va oublier ses erreurs. Et des fois, Il ça sera tombe pas pas comme ça. piégé par sa peur de mal faire parce qu'il a Non, fait une erreur. mais au par début, exemple, hier, à un moment donné, là, quand il fait sa sortie manchette, où derrière Viti il dégage sur Joao Neves et il y a il y a l'interrogation main. penalty, je pense que c'est un enchaînement de choses. En fait, ton gardien qui fait un truc un peu bizarre, qui crée un peu de panique, derrière tu peux avoir un penalty. Mais après, dans la suite du match, il fait des sorties importantes et il fait des arrêts importants. Donc voilà, c'est pas académique, mais c'est efficace. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pas académique, mais tu vois, quand on a commencé à le voir jouer, on connaissait pas son jeu. Donc pendant plein de matchs, on se disait, mais en fait, c'est quoi son style? Et moi, tu vois, hier, je suis sortie du match, je me suis dit, mais en fait, ça y est, maintenant, on commence à voir son style, en fait. Il est imprévisible C'est physiquement. ça, ouais. Il a, Il est un peu alors, je sais désarticulé, pas. en fait. Ouais, mais moi, je sais pas ce que toi, tu vas en penser, Alex, mais on dit souvent que quand on est très grand, et c'est le cas de la plupart des gardiens maintenant, c'est difficile d'être très explosif. Mais moi, je trouve que Safonov, visuellement, il a une détente et il a une vitesse je sais pas, d'élasticité là que je trouve impressionnante. Et du coup, il y a le côté chat qui me revient. Je vais pas le comparer à Bernard Lama, mais il y a un côté de détente assez impressionnante, je trouve, chez lui. Tu vois, là, j'ai le contre-exemple avec un grand très explosif. On l'a eu encore. Donnarumma. Voilà. Ouais, oui, mais Gigio, il faisait Donnarumma, 2 mètres. c'est un très grand gardien dans le sens en qualité.
Oui. Didio, c'était une exception, quoi, tu vois, au niveau de l'explosivité pour sa taille. Mais il va vite au sol aussi, Safonov, quand Ah oui, il même. va vite au sol. Non, mais après, franchement, je dis qu'il n'est pas académique parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Non? Mais le plus important, c'est qu'il soit efficace. C'est ce qu'on demande à un gardien, c'est de faire des arrêts. Puis quand t'es pas académique, c'est aussi imprévisible pour l'adversaire. Tu sais pas ce qu'il va. Parce que t'as vu comment il se jette dans les pieds à chaque Ah fois? ouais, bah par contre, Il se met en danger, quoi. il se met en Il danger est parce qu'il super courageux. il met la tête la première, etc. Ouais. Mais en fait, mine de rien, ce côté courageux, bah, ça impulse aussi quelque chose bien à sûr. l'équipe, tu vois. Et puis la chose qu'il a en plus aussi, c'est le vécu avec l'équipe l'année dernière. Ouais. Ça, tu peux pas lui enlever. Parce qu'on n'avait pas Chevalier à l'inverse, tu veux dire. Il n'y a Bah, pas le vécu avec l'équipe l'année dernière et parler à ses défenseurs. Non, mais je pense que au communication, au moment où le coach a pris la décision, voilà, de mettre Lucas sur le banc et de mettre Safonov, tout de suite, on a parlé du fait que l'équipe se sentait plus sereine. Et moi, quand on m'a posé la question, j'ai dit après l'avantage qu'a Safonov, c'est le vécu qu'il a avec l'équipe. Et ça, Bien tu peux sûr. pas lui enlever. Et c'est que l'équipe l'aime bien, parce que tu peux avoir un vécu avec une équipe, mais pas être quelqu'un de très agréable dans le vestiaire. Ouais, Mais bien sûr. lui, Mais les joueurs l'aiment bien. l'aime bien. Et en plus, quand je dis vécu, ils ont tout gagné ensemble. Ouais. Tout. L'année dernière, ils ont tout gagné. Donc forcément, ça crée un lien, ça crée Bien quelque sûr. chose. Et quand tu es dans un groupe où tu as tout gagné, mine de rien, ça Ça joue. joue, hein, bien sûr. Ça Moi, joue. je le trouve quand même un peu flippant. Merci de sincèrement- casser l'ambiance, Non, Jules. moi, sincèrement. C'était un j'aime. Hein. Oui, non, mais en fait, tu vas voir que. Mais j'aime bien Safonov parce qu'en fait, je le trouve flippant. Dans ses sorties, même quand il sort avec les points sur les corners, les ballons aériens, il est flippant. Mais en fait, il y a un truc que j'aime bien sur lui, c'est que tu le regardes, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui est plus sûr de lui. Ouais. Enfin, il te donne l'impression, Il est je sais serein ce de que je fou. fais, même Ouais. si c'est moche, Ouais. je sais ce que je fais, Ouais, ne vous c'est ça. inquiétez pas. Ouais. Il a ce truc très placide, très impassible. Mm. Et puis très souvent, il se retourne vers les supporters pour un peu les chauffer, tout ça. En fait, Haranguer, je ouais. trouve que dans son attitude, dans son comportement, même si dans le jeu, ça peut être un peu flippant, en fait, il te rassure en disant, bon, il sait ce qu'il fait. Donc, faisons-lui confiance. Et puis au final, je préfère, moi, Safonov que Chevalier, qui est pour moi une erreur de casting, parce que le PSG est, je pense, trop grand pour lui. Mais après, c'est pas le gardien du siècle. Mais je trouve que dans son attitude, en fait, il a ce truc de te rassurer. Tu dis, bon, il sait ce qu'il fait, laissons-le faire, c'est moche. En tout Mais cas, il va franchement, pas hier, paniquer. Hier, vois. il est costaud. Voilà, Oui, il c'est marrant panique parce pas. que- Il Non, te il donne panique jamais pas. l'impression de T'es paniquer. en train de dire, nous, on sait pas ce qu'il fait, mais lui, il sait. Ben, je Non, mais pense, c'est- non, mais- Ouais, je bah, pense c'est que un même peu vrai, s'il hein. sait Mais il te pas ce qu'il rassure, fait, mais en en tout fait- cas, en il fait, te je pense donne que- l'impression Ouais. de savoir ce qu'il fait. Ouais. Donc en il te fait, tu dis, rassure. Il te vas-y. rassure. Ouais, c'est ça. Je suis pas sereine, mais au final, si. En Parce fait, que, il me certes, fait est pas peur dans le jeu, mais académique, quand je le vois, je me dis, il dégage de la Safonov, confiance. ouais, donc, il sait ce qu'il fait, c'est son boulot, laissons-le faire. Mais Mais en tu fait, vois- je pense qu'il y a un truc un peu visuel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que ses gestes, ils sont pas très scolaires, c'est-à-dire qu'il a pas le côté je sors très proprement, je mets les deux poings en C'est pas l'air. mal. Alors, moi, en tant cette que- position très. En tant que voilà. fan absolu de Roger Federer, autant te dire que l'esthétisme en Oui, sport, voilà. Ouais. j'adore. Mais- Lui, mais en fait, c'est le- l'antithèse. Mais Et la pourtant- finalité est la même. Ouais. T'as le spectre, t'as Federer, Safonov, tu vois. Exactement. C'est l'antithèse. C'est pour ça que je te dis qu'il est flippant, il n'est pas académique, c'est sorti. Mais il te tu dis, rassure parce qu'il dégage de la confiance. voilà, mais il est tellement impassible, il a l'air tellement sûr de lui. Je suis là, je suis en contrôle, que tu dis, bah, Mais laissons-le quelque part, contrôler. ce que tu décris, ça ressemble à ce qu'on commence à percevoir de comment fonctionne son cerveau, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelqu'un de toute façon d'académique. C'est quelqu'un de très intelligent, qui a toujours été en avance. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je trouve ça marrant comme phrase. Ouais, Il n'est pas académique. c'est un mec, il est. Bon, Non mais, il est sympa, Mathieu, il est pas académique, c'est tout. Genre, non, mais attends, le mec, il est vraiment très intelligent, quoi. Ah oui, Enfin, je veux dire, il aurait pu devenir ingénieur, mathématicien, tout ce que tu veux. Il a Joueur d'échecs aussi. C'est un homme qui joue aux il échecs, a donc ça lu sent avant quelqu'un de de bien. savoir Mm. parler. Enfin, tu vois, il a ce côté dont on parle souvent, HPI? mais bah, totalement. Ouais, peut-être. Totalement. Mais Et même les, en les interview, HPI, mais bien sûr. En interview, Et tu les lui poses HPI une question. Moi, j'ai jamais eu peur. Je vois pas de quoi Ouais. vous parlez. Mais tu vois, les HPI, ils n'ont pas les mêmes façons que les autres de faire des connexions dans leur cerveau. Ils associent les choses différemment et tout. Et c'est Mhm. pour ça que des fois, ils peuvent se sentir un peu décalés. Et Safonov, il a un côté, tu te dis, il fait pas comme les autres, mais au final, ça fonctionne et ça va vite quand même, quoi. Et juste pour un dernier truc, pardon, excuse-moi, Alex. Je t'en prie, Je pensais que j'aurais rien à dire, mais en fait, j'ai plein de trucs à dire. pas de soucis. T'as dit qu'il était froid sur le terrain, Alex. Alex paraît Letellier, pour détaché. ceux qui nous écoutent. Ouais. Ouais, bonjour. Mais c'est vrai que t'es pas le premier que j'entends dire qu'il a ce côté froid parce qu'il a du sang-froid. Mais moi, ce qui m'a frappé quand on a vu ses premiers matchs avec le PSG, c'est justement que je le trouvais solaire, en fait. Pas parce qu'il rigole, il parle et tout, mais il dégage un truc qui
par rapport à Lucas Chevalier, pardon pour Lucas Chevalier, j'ai pas envie de le plomber, mais il dégageait un truc qui était beaucoup plus ouvert, en fait, sur ce qu'il y avait autour de lui. La preuve, justement, il va chercher les supporters. Il y a quelque chose voilà, de plus solaire, et du coup, c'est serein, mais plutôt chaud que froid, je trouve. Dans le bon sens du terme, quoi. Je l'aime bien, quoi. Non, Vous avez compris que je l'aime c'est bien. pas Il pas fait un peur, mais terme. on l'aime bien. J'entends ce que tu dis et finalement je suis d'accord avec toi, mais c'est pas un terme que j'aurais pas pensé à ce terme solaire en parlant de Safonov. Attends, il est blond, Non, oui, oui, il, mais il a une c'est, tuche, il met des chemises à fleurs. Juste Pour un Russe, il est très solaire quand même. Hein. Juste pour refermer la page Safonov, j'avais quand même envie de poser une question à Alexandre. Parce que toi, c'est vrai que tu as vécu longtemps dans ta carrière cette situation où tu as été numéro 2, numéro 3. Et donc, en fait, tu attends toujours un peu cette opportunité de te montrer, d'être là dans les grands matchs. Et c'est vrai que le poste de gardien, c'est un poste qui psychologiquement est hyper dur parce que c'est très précaire. Et on l'a vu au PSG beaucoup, mais on le voit surtout cette saison. On parle depuis tout à l'heure du mental de Safonov. Il faut quand même, pour assumer ce rôle-là, quand tu es dans la situation dans laquelle est le PSG aujourd'hui avec ses gardiens, il faut un mental fou. Ah bah oui, il faut un mental parce que déjà la saison dernière quand il arrive, je crois qu'il fait vraiment très peu de matchs avec Ouais. Joe. Bah oui. Donc du coup, saison blanche, donc tu bosses qu'à l'entraînement. Et derrière, tu as un numéro 1 qui arrive encore. Donc ça veut dire que tu es condamné, entre guillemets, à repasser une saison sur le banc. Après, selon l'évolution de la saison, comment ça s'est passé avec Lucas, peut-être que les discours des coachs, il lui disait peut-être à un moment donné, tiens-toi prêt, etc. Donc pour le préparer à ce rôle de numéro 1, ou en tout cas à être lancé pour tester et voir comment ça allait se passer. Mais après, lui, mentalement, je me rappelle que quand il est arrivé, alors que c'était Gigio devant lui, il est arrivé avec une mentalité de dire qu'il venait pas pour être numéro 2. Il avait dit très quand rapidement. il l'avait dit, on s'était tous dit, mais Tu vois il est qu'il ouf est ou quoi sûr de lui. Donc je pense qu'en fait, dans sa tête, il est arrivé en se disant mon heure elle va venir. Le jour où où je vais être sur le terrain, il va falloir que je montre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la mentalité Et c'est, numéro 1 pour plaire à Luis Enrique. Hein. Mais c'est ça, Ça, mais c'est- et je le répète, mais c'est le poste de gardien, c'est un poste qui est tellement particulier où tout peut, on l'a encore vu cette saison, mais tout peut tellement basculer d'une seconde à l'autre qu'en fait c'est vrai qu'entre le penser et le faire et dans les faits, ce que tu disais tout à l'heure, on ne te pardonne aucune erreur, quoi. Sauf si ton équipe gagne, mais Non, puis en plus, encore plus au Paris Saint-Germain. bien sûr. Parce que je me rappelle à un moment donné où Safonov justement enchaînait les bonnes performances. Et à un moment donné, dans la presse, justement, on commençait à Après la dire blessure de Donnarumma l'année dernière, est-ce que il va pas, enfin, c'est pas Lucas qui va repasser devant lui parce qu'il est un peu moins bien, etc. Donc, en fait, à Paris, le souci, c'est que tu peux enchaîner 10 bonnes performances. Il en suffit d'une et on remet tout en question. Ouais, c'est ça. Et c'est un poste tellement encore plus, particulier. comme je dis à Paris, où tu te remets en question à chaque match. Ouais. T'es bon, c'est pas grave, c'est le prochain le plus important. Puis accessoirement, t'as que un match sur 10 où tu as vraiment des vrais arrêts à faire. Parce qu'en Ligue 1, t'as vu Lucas Chevalier, quand il est arrivé, ses premiers matchs, il avait pas un Là, ballon. il touchait pas de ballon. Ouais. C'est dur aussi, je pense, mentalement pour un gardien de se mettre dans le truc quand tu touches pas un ballon pendant tout le match. Ah, c'est clair. C'est sûr que c'est plus évident, enfin c'est plus facile, pardon, d'être dans le match quand tu touches, même ne serait-ce que des ballons au pied, hein, parce que t'es impliqué, t'es dans le jeu, etc. Et c'est sûr que T'es quand on alerte, touche pas, c'est pas facile. En tout cas, Safonov, hier, il a été le dernier rempart d'une défense qui a été impériale, beaucoup plus qu'au match aller. C'est vrai que le match aller 5-4, une orgie offensive. Là, ça a été beaucoup plus tactique, beaucoup plus défensif. Et donc, c'est l'objet de notre premier débat, transition. Ici, on essaie de faire son métier correctement. Le match de la défense hier, il a été fou. Le symbole de tout ça, évidemment, c'est Willian Pacho, qui a été élu homme du match. Enfin. Voilà, mais il voulait pas qu'on fasse en GM. Non, mais parce qu'on Ouais, on va pouvoir en parler de manière un peu plus approfondie, Ah oui. approfondie ici. Le match de Pacho hier, Pierre, on a vécu le match ensemble. Le nombre de fois où j'ai dit, mais Pacho, quel match il fait. Ouais. En Quel plus, il match s'est il fait. pris des coups hier plus que d'habitude. Hein. Ouais, Il ouais. a pris tellement de coups hier. Incroyable. Et le courage à chaque fois de se relever, de repartir en avant, de récupérer des ballons. D'ailleurs, le but vient de lui. Hein. Le premier but vient de lui. Le ouais. premier vient de lui. Enfin, Le premier but du match. Le s'il y en a but eu du deux. PSG vient de lui. Globalement, Julie, tu dois, je crois que tu dois partir à un moment donné. donc- Allez, encore 8 minutes. Allez, encore 8 minutes. Mais du coup, je vais te donner la parole tout de suite sur ce débat. Pour toi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre le match de la semaine dernière où le PSG prend 4 buts et le match de hier soir? Je pense que Luis Enrique a dû faire un très gros focus sur on ne prend pas de but ce soir. Je pense qu'il a essayé de resserrer un peu. De toute façon, quand tu vois le match et quand tu vois, je crois que le début de la seconde période, en termes de possession, le PSG est à peine à 25%, je crois. Je pense qu'il y a des consignes.
faut être plus solide en défense parce que tu arrives quand même à l'Allianz Arena avec un but d'avance. Donc, c'est pas grand-chose, mais tu as quand même un but d'avance et tu sais que tu peux marquer à tout moment. Donc, je pense que vraiment, le focus a été fait sur la défense. Une des différences aussi, c'est que Warren, même si je l'ai trouvé moins défensif que ce que j'avais pensé, il monte quand même moins, il se découvre moins qu'Hakimi. Donc, il a plus pu compenser pour Marquinhos qui a pris un bouillon à l'aller et que moi, j'ai trouvé très, très mauvais. Il y a de ça aussi et il y a Pacho. Alors même si c'est 2 styles différents, moi j'étais fan de Thiago Silva à l'époque, mais il y a un truc que j'adore chez Pacho et que je retrouvais aussi chez Thiago Silva, c'est qu'il défend tout le temps debout. Il tacle parfois, mais la plupart du temps il est debout. Il a une lecture du jeu, moi, qui me fascine. Il voit tout avant tout le monde et hier il a pris beaucoup de coups. Il n'empêche qu'il a été costaud et en fait Pacho, c'est le même sentiment qu'avec Thiago Silva à l'époque. T'es serein, il me fait jamais peur. Quand un défenseur te fait un peu peur, c'est le cas, moi, souvent avec Marquinhos, là, t'as jamais peur. Et j'avais un peu cette appréhension de me dire, est-ce que Pacho pourra compenser les erreurs de Marquinhos? Finalement, Marquinhos a été tellement aidé par Pacho et par Warren Zaïre-Emery qu'au final, Mais alors, t'es très au, bon, de- quoi. au demeurant, Marquinhos fait quand même un Bah très ouais. bon, un bien meilleur match hier. Oui, Et pour mais je aller pense dans parce le. qu'il est aidé justement par ses partenaires Oui, qui ont évidemment. été encore meilleurs. Mais lui-même, je trouve, a été en tout cas meilleur. Enfin, Oui, il a mieux géré en tout cas parce que Marquinhos, en tout cas sur le match aller, et puis on a pu le voir aussi, notamment contre Chelsea où ça avait été un peu criant contre Neto. Il a tendance à se faire prendre de vitesse, en tout cas quand il a des ailiers un peu explosifs à côté de lui. Là hier, il a bien fait gaffe. Mais c'est pour ça que je te dis que je bien sûr. pense qu'il y a eu des consignes aussi du Ah oui. staff en disant, voilà, défensivement, il faut être quand même plus costaud parce que tu en prends quand même 4 à l'aller. Même si c'était un match incroyable et totalement fou, je pense que Luis Enrique était quand même passablement énervé d'en prendre 4. Ah bah, j'imagine. Mais juste pour appuyer sur ce que tu disais sur Pacho, il y a une stat que j'ai beaucoup tourné hier qui n'était pas tout à fait exacte, mais du coup, je vous donne, elle est pas beaucoup. Enfin, la vraie est pas très loin de celle qui a tourné hier. Pacho a pris 2 cartons jaunes en 43 matchs officiels cette saison Pour un Oh la défenseur. dinguerie. pour un défenseur central. Et tu disais effectivement, il défend toujours debout, il défend surtout toujours proprement. Enfin, c'est complètement fou. Toi, j'allais dire, ça doit être le rêve de jouer avec un mec comme Pacho. Franchement, il est exceptionnel depuis qu'il est arrivé. Il est monté en puissance et je trouve qu'il progresse encore. 24 ans. Il continue de progresser et comme Julie disait, il montre une solidité, il est serein, il est toujours debout et puis cette stat-là de 2 cartons jaunes en combien? 43 matchs. 43 matchs. C'est C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. Puis franchement, maintenant, là, les défenseurs, quand ils savent qu'ils vont l'avoir sur le dos, ils vont entendre le chewing-gum toute la soirée. Tu sais qu'il va te faire Il fait de la SMR dans l'oreille des attaquants là. Ah, laisse tomber, Harry Kane, non, il n'en pouvait plus franchement, hier. non, franchement, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'il continue à progresser. Donc, jusqu'où il va aller, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a tu le comparais, Julie, enfin, tu parlais de Thiago Silva. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc qui est fou, c'est son sens de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il T'as vu est. comme déjà il est costaud et comme il se place parfois entre l'attaquant et le ballon et Ouais, son jeu de corps, il, en fait, c'est incroyable. Moi, il- j'adore ce joueur. il commence ses interventions défensives avant que le joueur adverse ait fait la passe. Moi, enfin, c'est des trucs, j'ai revu le match hier du coup pour faire un papier sur Pacho. J'ai vu ça, j'étais en mode, le mec a même pas fait la passe, t'es déjà sur le. Enfin bref, c'est fou. Et puis, Une même lecture assez, le fait qu'il assez prenne des lecture. coups et qu'il se relève tout le temps, il dit rien, il n'est pas dans Mm. les embrouilles, Ouais. rien, ça montre aussi. Mais comme toute l'équipe, hein. Parce que Ah oui, oui. hier, c'est quand même très 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 physique. Il y a quand même beaucoup de fautes et tout. Il y a beaucoup de moments qui peuvent tourner en moments de tension. Et globalement, on a une équipe qui a un self-control qui est Mm. impressionnant, quoi. Mm. Ils font Mais next. ça, C'est... tu sais, c'est une demande du coach. Bah oui. Mm. C'est une demande du coach parce que je me rappelle dans la première année quand il est arrivé, justement, il ne supporte pas les joueurs qui pètent les plombs ou qui s'énervent sur les arbitres parce que pour lui, c'est de l'énergie que tu perds. Et Mm. d'un côté, il a raison parce que quand tu regardes le match hier, le Bayern, il s'agaçait du moindre truc. Alors oui, il y a peut-être polémique Il y a sur des il y a choses, deux situations. mais le moindre truc, il s'agaçait. Et ça, c'est de l'énergie que tu perds bêtement. Bien sûr. Donc c'est vrai que le banc du Bayern, parfois on les voyait. Il y a un moment, il y a une main au milieu de terrain et tu as tout le banc se lever en disant non, honteux. Mm. Mais t'es là, mais calmez-vous les gars. Ouais, C'est pas grave. Il va y avoir faute et c'est bon, vous allez récupérer la balle. c'est clair. Il est vraiment très. Et ce qui est intéressant sur l'aspect défensif dont tu voulais parler, Alex, on se rappelle le match aller 5-4. Certains avaient décrié le côté défensif, avaient décrié la défense. Mm.
On se rappelle du match TikTok, par exemple. C'est quoi le match TikTok? C'est un confrère qui a passé beaucoup de temps à Madrid dans sa carrière, qui disait qu'il avait détesté le match PSG. C'est la seule personne au monde qui a dit ça, qui avait détesté le match PSG Bayern parce que pour lui c'était un syndrome de la génération TikTok. Trop de buts, c'est que la défense avait été mauvaise, et que c'est un syndrome de la génération TikTok, qu'on veut tout maintenant. Et bref. Et là, en l'occurrence, c'est super intéressant parce qu'on a eu à la fois la semaine dernière un match spectaculaire, éblouissant, 5-4, des buts partout, et donc oui, de fait, une défense quelque peu limitée. Et hier, un match où là, on met en avant le travail défensif, on met en avant la défense. Il y a une totale remise en question et une nouvelle facette de jeu qu'on découvre. Parce que d'un côté, on a l'attaque toute puissante et ensuite, semaine d'après, la même équipe, c'est la défense toute puissante. Mais en fait, le PSG sait tout faire. Ouais, c'est C'est ça. exactement Il ce que sait j'allais faire dire. un match TikTok et Ouais. il sait aussi défendre Il sait faire un match MySpace. tous ensemble. Quoi. Ouais, c'est ça. Un truc old school. Quoi. Non, mais c'est tellement ça. C'est la, Luis c'est la- Enrique c'est est la- un c'est génie. la meilleure blague que j'ai jamais entendue dans cette émission, je le dis, mais Quand même sans préciser trembler. pour les genre. jeunes qui nous écoutent que MySpace, c'était l'ancien. Ouais, c'est une parce blague- que pour les vieux comme moi, fallait préciser le rapport avec TikTok. C'était un match MySpace, caramel, quoi. Genre vraiment, Ouais, Est-ce que tu Skyblog. m'autorises un truc vu que je dois y aller? Bien Je sûr. suis navrée. Je voudrais dire que Gvisha Kvaratskhelia est incroyable parce que je serais pas là pour en débattre. mais on va pas tarder à T'inquiète, en on sera débattre là, en fond. Mais pour finir sur la défense, en tout cas, tu te rends compte que Luis Enrique voit tout. Et il sait tout mieux que tout le monde. Donc, en fait, quand il dit des choses, il faut juste l'écouter et attendre sagement que ça se passe. Et il te montre juste que son PSG sait attaquer et son PSG sait défendre. Et franchement, hier, comme je l'ai dit en préambule, j'ai eu un peu peur parce que c'est une demi-finale retour et que tu es là-bas et que tu sais jamais ce qui peut se passer, un fait de jeu. Mais en soi, j'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise collective sur les temps faibles qui m'a rendue plutôt sereine jusqu'au but de Kane, où là, tu flippes un peu les 3 dernières minutes parce qu'on sait jamais. Mais c'était relativement solide défensivement. On te libère Je vous avant que quitte tu avec sois grand regret. affreusement en retard. Oui, merci. Merci Julie d'être venue. En Merci tout cas, beaucoup, c'était trop Julie. sympa. Merci. Salut. Et je pense qu'on peut rapidement terminer sur la défense. Attends, j'ai rien dit sur la défense. Mais j'allais dire, je pense Vas-y, qu'on peut rapidement. rapidement, je pense qu'on peut rapidement terminer sur la défense, de me dites. Un peu de tenue, non? Vas-y, Pia, du coup, vu que tu as des choses à dire. Je voulais dire 2 trucs. Je voulais dire un premier truc, c'est que Luis Enrique dit toujours avant ses matchs, c'est pas la peine de me reposer la question pour la 50e fois. Vous avez bien compris que je suis un coach qui veut toujours gagner, toujours aller de l'avant, etc. Donc quand il le dit, tu sais que quelque part il le pense. Mais d'un autre côté, quand j'entendais la conf hier, j'entendais aussi Warren, avant-hier, Warren qui disait la même chose et tout, je me suis dit, les filous. Parce que cette fois, ils vont pas faire ça. Et en fait, le match d'hier, c'est là où c'est fantastique. C'est qu'il n'a pas arrêté de dire depuis qu'il est arrivé, je veux 11 bonhommes qui attaquent ensemble et 11 bonhommes qui défendent ensemble. Et en fait, on a vu l'un et l'autre, les C'est deux ça. visages sur les 2 matchs, et avec un niveau d'excellence qui était fantastique. Et pendant le match, j'ai pensé à un petit garçon qui s'appelle Naïl, je crois, parce que la semaine dernière, je suis allée faire un reportage à l'Entente sportive Paris 13, Bien donc sûr. à Porte de Choisy. Il y avait des petits garçons, et on était le lendemain du match aller entre le PSG et le Bayern. Et donc, je leur demande, donc c'est des petits footballeurs, et je leur demande, alors les garçons, vous avez vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils commencent en me disant, ouais, très très bien et tout, et derrière, ils me défoncent la défense. En me disant, ouais, c'était n'importe quoi, tout passait dans l'axe, les défenseurs, ils ont été nuls et tout. Et moi, je les ai entendus et honnêtement, j'ai passé la semaine à répondre à ça, à des adultes aussi qui me disaient, ouais, mais t'as vu, on a pris 4 buts et tout. Et j'ai passé la semaine à dire, mais vous avez pas compris ce qui s'est passé pendant le match ou quoi? Enfin, c'était des choix des 2 équipes. C'est normal de se prendre des buts quand tu choisis d'attaquer à ce point-là, etc. Et la réponse qu'on a eue hier, elle est fantastique. Parce qu'en fait, la palette de possibilités qu'on a entre attaquer tous ensemble, défendre tous ensemble, jouer en possession, jouer en transition. Franchement, on est injouable, Alex. On est injouable. Mais moi, si j'étais Mikel Arteta, je dormirais très très mal là, actuellement. C'est-à-dire que je sais pas comment il trouve le sommeil, ce pauvre Quelque homme. part, il a peut-être des arguments justement à faire valoir qui peuvent nous embêter parce que c'est un autre football qui propose et ça peut aussi nous casser les pieds et nous voilà. Mais bon, on y reviendra. On en reparlera le 30 mai. J'ai juste une dernière question, un petit tour de table rapide, parce qu'on parlait de Pacho et j'ai vraiment envie de faire un dernier focus sur lui. Moi, je trouve que c'est quand même, dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je trouve que c'est quand même un des seuls joueurs, si ce n'est le seul joueur, on sent vraiment la différence quand il est là, quand il n'est pas là.
on se rappelle la finale de la Coupe du Monde des clubs où c'est Beraldo dans l'axe. Il y a un truc de quand Pacho est pas là, c'est pas la même défense, c'est pas la même animation On défensive. l'a dit, il apporte une sérénité parce qu'il a le côté physique et technique. Même juste en termes de talent, Non, de mais il a pas de préparation, de doublure, qualité Alex. physique. Il a pas de doublure à son poste. Ah oui, il est c'est ça bon aussi. techniquement, il est bon physiquement, et comme il a cette présence, il apporte de la sérénité à la défense que d'autres ne pourraient pas forcément apporter de la même manière. Donc oui, alors de là à dire qu'il y a forcément une très grosse différence, que ce soit Beraldo ou d'autres à la place de Pacho, oui et non, je vais pas me permettre de dire que Beraldo est bien moins bon que Pacho. Il est moins bon, c'est sûr, mais il n'y a pas non plus une différence colossale. Mais oui, Pacho apporte cette sérénité à la défense qui permet d'assurer, on l'espère, un titre le 31 mai. 30 mai. 30 mai, 18h à Budapest. Comment on dit bonjour déjà en j'ai hongrois? oublié. Ah, quel escroc. Ouais, génial. Le mec bachote son droit et après 5 minutes après, il a oublié. On a assez parlé de la défense. Je vous rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions en ayant gagné sur les 2 matchs 6-5 face au Bayern Munich, ce qui est quand même aussi le signe que cette équipe va bien offensivement. Et il y a notamment un joueur qui va très très bien, c'est l'homme dont Bruno Salomon prononce le nom plus vite que son nombre, Hviša Kvaratskhelia. Alors je vous fais un petit récital de ces derniers matchs en Ligue des Champions. Donc c'est un but contre Monaco au retour, 2 buts, une passe décisive contre Chelsea à l'aller, un but contre Chelsea au retour, un but contre Liverpool à l'aller, une passe D contre Liverpool au retour, 2 buts contre le Bayern à l'aller, une passe D contre le Bayern au retour. C'est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à être décisif 7 matchs à élimination directe d'affilée. C'est complètement fou. Ma question elle est très simple. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur comme ça au Paris Saint-Germain? En même temps, allez, débrouillez-vous. Moi, je vais lancer une pièce, après je vais m'arrêter là, mais là, on est sur les matchs de Ligue des Champions. Moi, il m'énerve le week-end. Voilà, non, mais voilà, on peut le dire aussi, on peut le dire. On a le sentiment qu'il va être bon la semaine et le week-end un peu se reposer pour attendre les matchs de la semaine. Et indéniablement, évidemment, que là, tu l'as rappelé, le mardi, mercredi, il est inarrêtable, il est exceptionnel. Et pour citer des gens qui sont passés par ici, si la Géorgie avait joué la Coupe du Monde, il aurait pu viser le Ballon d'Or. Mais moi, ce qui m'énerve avec lui, parce que je l'adore, et donc il m'énerve, c'est que le week-end, il n'est pas aussi frais que ce qu'il fait en Ligue des Champions. Cette saison, en Ligue 1, il est quand même pas... en tout cas, depuis la... mais il y a tellement d'attentes par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ce qu'il distribue, par rapport à ce qu'il réalise, que contre Nantes, Metz ou n'importe qui... Nantes, il marque un doublé il y a 2 semaines. C'est vrai que j'ai mal cité l'équipe, mais contre d'autres, t'as envie qu'il met des triples à chaque fois. Parce que là, il joue Chelsea, il joue Liverpool, il joue le Bayern, il est exceptionnel. Donc contre Lorient, t'as envie que ce soit pareil. Je te sens un peu dubitatif, Alexandre. Non, pour moi, il fait partie... il fait partie d'une catégorie des joueurs hors normes, en fait. Il y a les top joueurs, les top players, et lui, il fait partie du haut du panier, parce qu'il est exceptionnel, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Et des joueurs comme ça, en fait, dans ce profil-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et comme tu disais, il est de nationalité géorgienne, et c'est un petit peu ce qui va peut-être lui porter préjudice pour un Ballon d'Or. Parce que franchement, s'il est d'une nationalité un peu plus capable d'aller chercher des titres en Coupe du Monde ou en Euro, allemand, italien, pour moi, il fait partie du top 5 Ballon d'Or tous les jours. Alors cette année, pour le coup, alors c'est vrai que malheureusement, les Ballons d'Or en année de Ligue des Champions, c'est toujours... En année de Coupe du Monde, tu veux dire Coupe du Monde. Ouais. Pardon, manque de sommeil encore une fois, excusez-moi. Oui, en année de Coupe du Monde, c'est toujours trop influencé à mon goût par la Coupe du Monde, qui peut pas décider de tout. Mais là, de toute façon, aujourd'hui, effectivement, objectivement, il est dans la course. Il est en l'état actuel des choses, il est pour moi Ballon d'Or. Évidemment, si ça avait été 2027, année hors Coupe du Monde, évidemment que c'est top 3 minimum. Mais même pour moi, même cette année, pour moi, c'est top 3 minimum. C'est-à-dire même s'il n'est pas à la Coupe du Monde, et c'est ça qui est fou en fait. C'est dire à quel point il est en train de faire une saison stratosphérique, Kvara. C'est quand même rarissime de voir un attaquant qui à la fois est tellement spectaculaire et incroyablement bon en attaque, et en même temps a cette je sais pas, ce côté presque surnaturel en défense pour un attaquant, quoi. Et tu vois, j'essaye de penser à des joueurs. Pour moi, ça va. Il y a quelque chose. En fait, ce serait comme un espèce de mélange parfait entre Cavani et Mbappé. Il y a un côté comme ça, parce que la mentalité et l'incroyable côté défensif, et voilà, ce serait Cavani.
et la qualité de but, ce serait Mbappé. C'est quand même, c'est pas rien quoi, comme alliage. Hein. Non, c'est clair. Et puis c'est surtout qu'il fait ça. Il a une débauche d'énergie monstrueuse du début à la fin. C'est ça surtout. Mais même encore à la 88e, il revenait pour défendre, pour remettre le ballon en touche. C'est dingue. Et d'ailleurs, hier, il est pas loin de mettre un but exceptionnel. Oui, quand il arrive en face à face et que la balle elle est un peu derrière lui, il n'arrive pas à la frapper. Mais s'il va au bout, c'est un but exceptionnel ce qu'il fait. Pardon, vas-y, finis. Non, ça y est. C'est vrai qu'il y a un mythe, et c'est intéressant que vous souligniez ça tous les trois. Il y a un peu un mythe autour des joueurs offensifs de manière générale on défend pas trop parce qu'on s'économise pour être bon devant. Et regarde effectivement, Varane, ça va te calmer tout de suite. Quoi. Et il y a quand même, moi je trouve deux joueurs en particulier au Paris Saint-Germain qui demandent ça. C'est Kvaratskhelia qui est très décisif, qui fait des buts, des passes décisives, et même Dembélé qui a jamais marqué autant de buts que depuis qu'il défend comme un dératé. Enfin, est-ce qu'au final ils sont pas en train ces deux-là d'établir un nouveau standard en fait pour les attaquants? C'est ça. C'est ce que demande vraiment ces directives. Le travail d'équipe, c'est l'attaque et la défense. Et l'attaquant doit aussi revenir. L'attaquant doit aussi se relever. L'attaquant doit aussi participer au travail collectif. Et c'est pas juste les stats où tu dois mettre des buts et ensuite marcher pour revenir au milieu de terrain. Et là-dessus, il y a un truc qu'on n'a pas assez souligné hier, nous, en tout cas à l'antenne, peut-être que sur Canal et ailleurs, ça a été plus dit, mais le niveau physique de nos joueurs hier a été impressionnant. Parce qu'au match aller, on a quand même fini vraiment dans le dur. Même Safonov avait des crampes. Et moi, je m'étais dit au match retour, ça va forcément jouer. Ça va être plus dur. Le Bayern, ils sont plus forts physiquement, etc. Et franchement, hier, physiquement, on leur marche dessus. Quoi. Et ça, c'est aussi, il faut vraiment, vraiment, vraiment le dire le plus souvent possible. Notre équipe de préparateurs physiques, de médecins, etc., le boulot qu'ils font pour la saison dernière, on n'a quasiment aucun blessé. Cette saison, on a des blessés. Pourtant, on finit la saison, on arrive à être en balle. Nos attaquants arrivent à courir comme des oufs. Quasiment pas de vacances. Non mais c'est hallucinant, ce qu'ils arrivent à réaliser, c'est hallucinant. Sache, pour la petite histoire et pour vous donner à toutes et à tous les coulisses de cette émission, je voulais faire ce débat-là sur est-ce qu'on doit tous ravaler nos critiques qui ont été, on n'a quand même pas été tendre avec le PSG dans ces moments un peu de creux cette saison en disant oh là là, physiquement ils sont pas dedans, etc. Parce qu'en fait on arrive au moment le plus décisif de la saison et les mecs ils ne s'arrêtent jamais de courir. Vous avez été dur alors parce que franchement. Mais non mais tu sais il y a vraiment eu un moment entre octobre et février, tu vois, où ça a été un peu. Je m'en rappelle d'ailleurs avec Bruno, on a eu un peu ce débat-là en début de saison et moi je m'en rappelle dire mais ils vont avoir un moment de creux, c'est obligé. Tu peux pas tenir parce que 2 ans restes, comme ça, top niveau. Ça reste des humains et là plus ça va et plus ils rajoutent des matchs. Donc ça va être de pire en pire. Et là, en plus, ils ont eu 10 jours de vacances. 10 jours de vacances, tu sors d'une saison pleine, où en plus tu gagnes ta première Ligue des Champions. Derrière, ils enchaînent. Coupe du Monde des clubs avec 19 000 matchs. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter parce que ça reste des humains et ils pètent les humains. Et les 6 premiers mois, on sait qu'il va y avoir des petits pépins physiques. Et à l'arrivée, ils ont quand même limité la casse parce que c'est pas des gros pépins, c'est des petits des 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais ils arrivent à limiter la casse et à arriver là où ils veulent arriver. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Luis Enrique, il disait, avec ses préparateurs physiques, ses médecins, etc., il avait un objectif, parce qu'il était au courant aussi que ça allait se passer comme ça, c'était que ses joueurs, au mois de mars, ils soient en pleine balle. Soient disponibles. Et là, on a la réponse. Très certainement arriver pour la finale avec peut-être, on l'espère, quasiment aucun blessé, tous les joueurs c'est ça. C'est hallucinant. Et quand t'enchaînes autant de matchs, c'est exceptionnel. En sachant qu'en plus, il y a la Coupe du Monde derrière, donc peut-être que certains joueurs pourraient se dire je vais m'économiser parce que Coupe du Monde, je vais quand même me restreindre. Quelqu'un a un doute là-dessus au PSG? Et au final, aucun. Ouais. Et de toute façon, avec Luis Enrique, souvent on dit le premier défenseur, c'est l'attaquant. Ça n'a jamais été aussi parlant qu'avec lui. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un joueur offensif et que tu ne rentres pas dans son plan de jeu à défendre comme un chien, il te sort de l'équipe. Et Alex, un dernier mot là-dessus, après on passera à la suite. Sur quoi ça se joue en fait sur une saison, le fait de justement arriver à ce moment-là et pouvoir être au top sans pour autant sacrifier le reste de la saison, parce que tu as quand même des matchs à jouer entre août et février, quoi. Pour avoir lu pas mal de choses sur justement cette préparation, je pense que tout est millimétré en fait. Tout est millimétré. Il laisse beaucoup de repos aussi à ses joueurs, donc c'est qu'il leur fait confiance, parce que
je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il avait laissé 2 jours de repos après un match et qu'il avait renouvelé ça plusieurs fois. Marquinhos en Ligue 1, souvent, il le met même pas Ouais. dans le groupe. Et s'il fait ça, c'est qu'il a confiance en ses joueurs, il sait qu'ils sont sérieux et c'est parce qu'ils répondent présents sur le terrain. Si à un moment donné tu fais ça et tes joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont fatigués, tu vas te poser la question de quand ils ont 2 jours de repos, qu'est-ce qu'ils font? Non, là, il sait que les mecs, ils sont tous dans le même objectif et il sait que, en fait, chaque temps de repos qu'il donne aux joueurs, je pense que c'est réfléchi avec ses prépas, à quel moment faut le faire pour que les mecs puissent souffler. Et sur les blessures, cette année, ils ont laissé les joueurs à l'écart particulièrement longtemps par rapport aux blessures. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, bon, il y a Fabian Ruiz évidemment, mais il y a eu d'autres cas avant, à l'automne, où en fait tu disais, le gars il pourrait revenir là, non? Et en fait non, ils le Prenez le laissaient temps. plus longtemps. Ouais. Ils ont fait ça avec Hakimi, ils ont fait ça avec Marquinhos, il me semble, au début de la saison. Et tu sentais qu'ils se disaient, non, mais en fait ils sont en train de prendre leurs vacances Non, tout c'était en réfléchi. bossant. Mais Puis t'imagines quelqu'un comme Ashraf, il a enchaîné toute la saison dernière, Olympiques. Jeux Olympiques, Cannes. Cannes Ouais. et Coupe du Monde. Ouais. Mais c'est normal qu'à un moment donné, ça tire quelque part, hein. Et pourtant, il a un physique hors norme. Ouais. Et puis, il a un jeu qui amène Hyper exigeant. à faire quand même beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc c'est normal qu'à un moment donné, physiquement, tu peux pas tenir 250 matchs comme ça. Les amis, on va rapidement enchaîner avec le troisième et dernier débat parce qu'il nous reste 5 très grosses minutes, on va dire, pour clore cette émission. La question elle est très simple, elle n'appelle pas non plus à énormément de discussions. Le PSG est en finale de Ligue des Champions, je ne sais pas si vous êtes au courant, Ah bon? affrontera donc Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Ma question est la suivante, messieurs, dames. Est-ce que Arsenal peut empêcher le Paris Saint-Germain d'aller chercher cette deuxième étoile? C'est une finale, hein, donc tout peut arriver. Tu peux être l'immense favori, avoir fait un match TikTok 5-4 contre le Bayern au match aller en demi-finale. Tu peux avoir ébloui l'Europe entière et susciter l'admiration de tous. Arriver ultra archi favori et perdre une rencontre. On dit Arsenal, c'était il y a 20 ans, leur dernière finale de Ligue des Champions contre le Barça en 2006 au Stade de France. Et il y a 10 ans, c'était la finale de l'Euro. France-Portugal. Et je me souviens de l'Euro, alors pour me remettre du contexte, la demi c'est contre l'Allemagne, et la même manière, la même chose, même physionomie, on disait tous que France-Allemagne c'était la finale avant l'heure. C'était une demi, mais c'était les deux meilleures équipes de la compétition qui s'affrontaient, et on a vu un super match pour une compétition européenne, et on se disait, c'est bon, la France a battu les Allemands favoris, donc la France est forcément favorite, en plus elle joue à domicile. Donc voilà, excès de confiance, on arrive en finale contre le Portugal et on perd. J'ai pas envie que ça se reproduise, mais j'ai pas envie de dire que c'est bon, c'est gagné, c'est bon, c'est acté, c'est facile. On peut pas se permettre de dire, parce qu'on est les favoris, parce que Arsenal propose un jeu moins flamboyant que le PSG, ça va être une facilité. C'est une finale, et on peut la perdre. Il suffit qu'il y ait un but de raccro à la 90e pour qu'on perde un match. Donc encore une fois, moi je serai jamais serein avec le PSG, jamais. Moi j'ai commencé à supporter le PSG dans les années 2000, quand on perdait contre Sedan ou contre Auxerre au Parc, quand on luttait contre la relégation. Donc je ne serai jamais serein avec le PSG. Même si on est la meilleure équipe d'Europe et archi favori, le jour de la finale, j'aurai le stress en permanence. Et à la 95e, au coup de sifflet final, là on pourra exploser. Déjà, merci de nous avoir rappelé, 1, que le PSG perdait contre Sedan, et 2, que la France a perdu contre le Portugal en 2016. C'est deux choses dont on aime vraiment beaucoup. Dans 2 secondes, tu vas nous parler de la Grèce à l'Euro, et là, ça va être le pompon, quoi. On est ravis de t'avoir invité, Pierre Rondeau. C'est vraiment sympa. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est... Le PSG est favori de toute façon, Alex, parce que tenant du titre dans tous les cas, et que je pense que bon, objectivement, tu as quand même ce côté, c'est l'équipe qui produit le plus beau football peut-être en Europe aujourd'hui. Pour toi, est-ce que dans cette position de favori-là, le PSG arrivera à assumer? Et est-ce que, Pierre, tu le disais tout à l'heure, est-ce que Arsenal quand même a des choses pour venir les embêter, en dehors du fait évident que c'est une finale et que tout peut se passer footballistiquement? Comment tu le vois, comment tu anticipes cette rencontre? Alors, je vais assumer mes propos. Pour moi, c'est impossible qu'Arsenal batte Paris. Ah ouais, t'es chaud, toi. Non, mais franchement, Tu vas nous autant. porter la poisse. Non, mais tu sais pourquoi? J'ai peur maintenant. Tu sais pourquoi? Alors, Vas-y. comme tu disais, c'est une finale, tout peut se passer. Ils vont avoir aussi l'esprit de revanche. Mais pour moi, ce qu'Arsenal montre, c'est horrible. On est 10 fois plus fort dans chaque compartiment du jeu. Et pour moi, à aucun moment, ils pourront nous inquiéter. C'est impossible quand je vois le demi-finale aller-retour, mais 2 purges. Franchement, Mais atroce. purge, ça veut pas dire défaite.
Oui, après, c'est vrai. C'est ça le problème. T'avais deux pour moi- équipes particulièrement portées sur le refus du jeu, quoi. Ah non, mais Arsenal, Atlético. Après, Atlético, on sait. Mais Ouais. je m'attendais quand même à autre chose d'Arsenal. Ouais. Autant on m'aurait dit le Arsenal du début de saison. J'aurais dit compliqué, parce qu'ils étaient quand même sur une dynamique monstrueuse. Là, sur la fin de saison, comme tous les ans avec Arsenal, ça plonge. Et moi, je les vois pas nous inquiéter. Et d'autant que eux, ils vont avoir une course au titre qui va les tenir en haleine jusqu'à Oui. la dernière C'est ça. dernière journée face à Manchester City. Et ils ont la réussite en plus que City ait fait une contre-performance 3-3 contre Everton, Ouais. il me semble, Ouais. qui fait que bon, ça leur laisse quelques points d'avance. Mais sinon, City, ils allaient aller chercher l'APL sur la fin de saison, alors que Arsenal, on les voyait gagner loin et puis longtemps en avance parce qu'ils avaient je sais pas combien de points. Mais tous les ans, c'est la même chose avec eux. Et pourtant, moi, c'est là où je trouve ça c'est triste, c'est que quand tu vois les joueurs qu'ils ont, normalement, ils devraient être en capacité quand même de proposer autre chose. Mais franchement, là, les derniers matchs, pour moi, la deuxième étoile, elle est pour nous. Et honnêtement, et je le dis, oui, Oui, mais tu sais quoi, depuis le 8e de finale aller, je dis, Paris, cette année, ils font le back-to-back. Et même l'année dernière, après le titre, j'ai toujours dit, là, l'effectif qu'ils ont, qui est en plus très jeune, ils sont capables de créer une dynastie. Il va y avoir des ajustements parce que bon, forcément, plus les années vont passer, il y a des joueurs qui vont vieillir, donc du coup, ils vont ramener du sang frais, etc. Mais si tu gardes ta base avec les joueurs que tu as, tu peux sur 10 ans en gagner peut-être 4 ou 5. Oh, le Tiens, ouf. Ah non, mais pour moi... mais alors, il Et a en fait- commencé son en propos fait- par je vais assumer. Ouais, mais Et je sais là- que tu vas assumer. Et là, aujourd'hui, tu vois, cette deuxième année, ils sont en finale. Mais en fait, tu vois, quand on est sorti de l'antenne hier, au match, au coup de sifflet final, on a tous ressenti au fond de nous cette espèce d'euphorie de se dire punaise, Arsenal, ça va être facile et on a presque déjà gagné. Et je pense que quasiment tous, et tu l'as sûrement fait aussi, on s'est repris en se disant attends, c'est du football, on connaît Arsenal. En plus, ils sont quand même premiers de première ligue. Enfin voilà, c'est quand même, ça veut pas rien dire non plus. On s'est tous repris et quelque part, je me suis dit ce que j'ai senti à l'intérieur de moi. Les joueurs aussi, on a confiance en eux sur le fait qu'ils vont le ressentir aussi. Ils vont se dire à un moment punaise, on a passé le Bayern, c'est presque fait, et ils vont se reprendre. J'espère. Et avec l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, Ouais, j'ai du mal à imaginer c'est impossible. Enrique. Mais c'est impossible. Ouais, baisser Mais pied, après, tu vois, quand tu cites Enrique, moi, il y a vraiment pour moi un truc qui fait une vraie différence entre les deux équipes, c'est la gestion de l'avant-match par Arteta et par Enrique. Parce que Arteta, sur ce qu'on a vu ces dernières années en Ligue des Champions, il parle trop, il fait pas les bons choix, il dit pas les bonnes choses. Ils ont même pas le bon discours vis-à-vis de leurs propres supporters, parce que la dernière fois, quand on avait joué là-bas et que ils engueulaient presque leurs supporters de pas assez bien supporter, mais les gars, faites un beau football si vous voulez que les gens ils soient hystéros dans le stade, en fait. Il y a pas de secret. Si vous trouvez que votre stade dort, mettez plus de buts, quoi. Donc non, mais c'est un moment, tu vois, c'est énervant. Ils s'en prennent aux supporters alors que les gars, ils ont rien gagné depuis 20 ans. Tu vois, pour moi, là, le seul aspect du jeu où Arsenal peut être dangereux, c'est les coups de pied arrêtés. Mais grave, mais C'est c'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je disais qu'on. C'est les gérer maintenant, les coups de pied arrêtés. Ouais, mais c'est un vrai risque. C'est pour ça que je disais. Et puis il y a ça. Premièrement, et deuxièmement, il y a les possibilités toujours de carton rouge. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que tu peux être à 10 des contre faits de 11. jeu, peuvent faire basculer le match pour Arsenal. Mais sinon, si tu prends chaque compartiment du jeu, on est au-dessus partout. Et comment t'évites de tomber dans des faits de jeu, dans des déconcentrations et tout, en étant concentré comme si tu étais challenger en fait. Si tu commences à te dire c'est bon, ça va être facile pour nous et que en fait au moindre fait de jeu tu te dis oula c'est en train de nous échapper, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Mais on sait tous que cette équipe-là elle est capable de ça parce que tu l'as dit, ils ont le potentiel de créer une dynastie. Mais bien sûr. C'est la phrase du siècle. Non mais tu sais que regarde quand tu regardes le Real Madrid il y a encore quelques années, ils ont enchaîné combien de Ligue des Champions sur Oui, à la fin les supporters ils descendaient même plus dans la rue tellement ils étaient blasés. Et à l'arrivée ils ont créé quelque chose où j'ai peut-être abusé en disant 5, mais ils peuvent en faire sur 10 ans, ils peuvent en faire 3-4. Chose qui est arrivée avec d'autres équipes. Quoi. Ouais. Tu vois, mais même quand tu prends les 10 dernières années, tu as combien d'équipes en Europe qui ont enchaîné autant de finales et de demi-finales? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur les 10 dernières années, on est 5 fois dans le dernier carré. C'est ça. C'est hallucinant. Ouais. On aura la même table que le Real. Bah oui, mais 5 fois dans... et moi, en fait, c'est ça que je trouvais frustrant. Je suis désolé, je parle beaucoup. T'inquiète. C'est que sur les 10 dernières années, tu n'as aucune équipe en Europe, je pense, peut-être je me trompe, qui a fait ça. Et à l'arrivée, le PSG continuait à être critiqué. C'est ça qui est dingue. Ah ouais. Donc là, au moins, ils vont ramener la deuxième et c'est fini.
c'est parfait pour boucler cette émission. On aura le temps d'en reparler moult et moult fois de cette finale de Ligue des Champions. J-23 du coup avant le 30 mai 2025. T'as l'Alkozunk Budapesten. Bien sûr. Rendez-vous à Budapest. On les embrasse. Tu as très bien prononcé. J'ai vu comment c'est écrit. Il n'y a pas de Z. On va lui redemander dans 5 minutes. C'est ça. On embrasse les Hongrois et nous, il est temps de siffler le coup de sifflet final de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette tribune exceptionnelle de lendemain de qualification. Rendez-vous dimanche pour le multiplex PSG. C'est Brest-PSG. PSG-Brest ou Brest-PSG multiplex. C'est la dernière journée, c'est 33e journée de Ligue 1, Pierre. La dernière journée 33e journée. Avant-dernière et dernière. Okay. Multiplex ce week-end, ça c'est sûr et certain. Ça me fatigue d'avance. PSG-Brest, le PSG. YouTube. Sur YouTube, et le PSG peut être champion de France dès ce week-end en cas de mauvais résultat de Lens. Et d'ailleurs, puisque tu parles de YouTube, hier, résultat exceptionnel de la chaîne YouTube sur le live de la Ligue des Champions, 160 000 personnes en live, c'était exceptionnel. Faut qu'on rende le studio, donc merci à tous, merci à toutes. Le PSG est en finale de la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Ciao.